Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'entretien extraterrestre d'hier, dimanche 10 octobre 2021, que le président Tebboune a accordé à deux journalistes algériens, vient confirmer, encore une autre fois, une énième fois, s'il en fallait, à ceux des observateurs algériens qui continuent de croire mordicus que cet homme n'est ni fou ni un mythomane, ce dernier entretien vient confirmer que nous avons bel et bien affaire à un cas qui relève réellement de la pathologie. Mais pas seulement de la pathologie, il y a aussi autre chose de tout aussi inquiétant. Rappelons donc que cet entretien n'était pas diffusé en direct, mais en différé. Or, en Algérie, le choix d'un entretien présidentiel en différé procède toujours du souci de pouvoir corriger éventuellement les bourdes du président. La fameuse et légendaire censure par les ciseaux. Or, si on ne sait rien sur les scènes qui ont été supprimées dans cette entrevue extraterrestre, nous constatons néanmoins que la censure des ciseaux a laissé passer des extravagances à peine imaginables, qui sont autant de gros préjudice pour l'image du pouvoir, puisque c'est ce même pouvoir occulte, si on veut, autrement dit celui de la junte qui a porté M. Tebboune à la tête du pays. Et la question se pose par conséquent, pourquoi donc avoir laissé passer ces outrances? Pourquoi ne pas les avoir coupées, tout simplement? Et là, il ne peut y avoir que deux réponses possibles. Soit cela a été fait exprès pour ridiculiser Tebboune et ceux qui l'ont désigné pour montrer tout ce beau monde dans toute l'étendue de la caricature, soit ce même Tebboune est entouré d'incompétents, incapables d'évaluer la gravité de ses propos. En voici quelques-uns parmi de nombreux autres. Évoquant le cas de 16 Algériens qui attendent l'exécution d'une décision de justice française pour être expulsés vers leur pays d'origine, Tebboune déclare unilatéralement qu'ils ne mettront jamais les pieds en Algérie. Je rappelle que ce sont des Algériens qui ne mettront jamais les pieds en Algérie jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, que même après leur mort, ils ne pourront même pas être inhumés dans leur pays. Une violation des principes les plus élémentaires du droit et de la Constitution, dont ce monsieur est de toutes les façons coutumier du fait. Plus loin, il déclare du haut de sa superbe qu'il va faire adopter une loi qui punit de 30 ans de prison tout spéculateur pris en flagrant délit. Et que si ça ne suffisait pas, il irait jusqu'à la condamnation à mort. Juste ça, comme ça. Et il démontre ainsi, tout seul, comme un grand, que le Parlement ne discute pas les projets de loi que l'exécutif lui soumet, mais qu'il les adopte sur injonction, sans avoir son mot à dire. Et pareil pour la justice, dont M. Tebboune déclare publiquement et très clairement qu'elle fonctionne donc à l'injonction, même pour des condamnations à mort. Plus loin, dans le même entretien, et pour nous convaincre de l'ancienneté de l'histoire de l'Algérie, il nous invite à aller au musée du Moudjahid pour y admirer les deux pistolets qui ont été offerts par, nous dit-il, George Washington à l'émir Abdelkader. Sauf
que George Washington, premier président américain, est mort 9 ans avant la naissance de l'émir Abdelkader. Et c'est ainsi tout le long de l'entretien. Une foultitude de propos ahurissants, déclamés sur le ton de la blagounette, parfois sur celui du loupard qui roule des mécaniques, sans susciter la moindre réaction de nos journalistes, si ce n'est que l'un des deux se retenait difficilement pour ne pas éclater de rire. Et ainsi, comme d'habitude, dans ce genre de prestations, le président Tebboune s'est encore répandu en hallucinations en tout genre, sans être repris une seule fois par les deux journalistes, qui non seulement ne relèvent aucune des énormités débitées par le même Tebboune, mais qui poussent le zèle jusqu'à oublier de lui poser des questions pourtant brûlantes. Pas un mot sur la violation du droit par le Haut Conseil à la sécurité, ni sur la classification de deux mouvements politiques en organisations terroristes, comme ça, sans aucun argument, ni sur le retour de l'instrumentalisation du terrorisme, ni sur l'incarcération en violation du droit de centaines d'opposants, ni sur les vraies raisons de la flambée des prix, que Tebboune évalue entre 10 et 15%, et dont il nous dit que c'est de toutes les façons le cas de toute l'Europe, à cause du Covid, nous dit-il. Alors que l'augmentation en Algérie est pour la plupart des produits de plus de 50% et parfois jusqu'à 200% et même plus. Il ne l'interpelle pas plus sur le tragique basculement de millions d'Algériens dans la misère et la précarité, ni sur la guerre de clans qui secoue le régime, ni sur l'attitude belliqueuse des généraux qui ont gravement outrepassé leurs prérogatives institutionnelles, allant jusqu'à menacer de déclarer la guerre à un pays voisin, ni sur la très grave déclaration du président français qui définit le pouvoir algérien de système politico-militaire, ni sur l'autre déclaration du même président qui dit vouloir réduire de 50% le nombre de visas pour ennuyer, dit-il, les dirigeants algériens et donc leurs familles, ni sur une infinité d'autres sujets qui font l'actualité en Algérie et que ces deux journalistes ont très habilement éludé. Et c'est ainsi que nous avons eu droit à une autre tragique-comique prestation tebbounienne, qui entrera certainement, elle aussi, dans l'histoire du canular politique. Encore un autre sinistre record de ce régime qui semble collectionner les exploits de l'extravagance en tout genre.
Algérie entre Tebbouniyat et Blagounet. C'est le titre de l'émission. C'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, mon ami qui me fait rigoler, Idir Ounouren, analyste politique. Merci Idir. Merci Monsieur Benchimou pour toute la fraîcheur. Je salue toutes les téléspectatrices, téléspectateurs. Un salut à Doudou de Nadou qui s'est fracturé l'avant-bras, à qui souhaite prompt rétablissement. Ah bon, très bien. Alors, Brahim Younsi, ancien cadre du MDL 82 et 88, néanmoins observateur politique. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci aux téléspectateurs et je salue mon ami Idir. Et bien entendu, nous sommes d'accord avec vous. C'est un titre, très bon titre. Qui convient parfaitement à la circonstance. Ça a été la surprise. Tout à fait. Alors, Karim Naïtou Slimane va nous rejoindre bientôt. Et nous avons avec nous, comme chaque jour, Chaban Qassi, journaliste, mon jeune confrère. Alors, Chaban, quelle présentation aujourd'hui? Bonsoir à nos invités, nos téléspectateurs et téléspectatrices. On va revenir bien évidemment sur cette interview qu'Abdelmajid Tebboune. Bonsoir, merci à nouveau. On va revenir sur cette interview que Abdelmajid Tebboune s'est donnée hier à deux journalistes. Vous parliez de la forme, effectivement. Il n'y a aucune réaction des autres médias concernant la pertinence des questions. Vous savez que les journalistes sont là aussi un peu pour secouer de l'invité, avec tout le respect que je dois à mes confrères, mais ça ne doit pas être facile pour eux. Et puis des sujets, vous en avez énuméré, mais par exemple le chômage ou encore les haragas n'ont pas été évoqués du tout. C'est conséquent. Donc 15 jours où la France et l'Algérie sont passés d'une relation diplomatique à peu près stable et à des rapports extrêmement tendus. On va revenir sur quelques moments forts pour notamment resituer nos téléspectateurs. Le 28 septembre dernier, c'est Gérald Darmanin qui a décidé de réduire de 50% le nombre de visas, notamment aux ressortissants algériens. La France reproche à l'Algérie de freiner l'efficacité de reconduite à la frontière une fois les obligations de quitter le territoire français. C'est ce qu'on appelle des OQTF délivrés. C'est une décision drastique, a dit le ministre de l'Intérieur, mais c'est une décision rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre justement leurs ressortissants. Par la suite, Emmanuel Macron, vous allez y revenir, a affirmé que l'Algérie, après son indépendance de 62, s'était construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Macron a évoqué une histoire officielle totalement réécrite. Ça a fait bondir les Algériens qui ne s'appuient pas sur des vérités, mais sur un discours qui repose sur une haine de la France. L'Algérie hausse le ton, rejet de toute ingérence dans ses affaires intérieures. On rappelle l'ambassadeur à Paris, l'Algérie qualifie la situation de particulièrement inadmissible, engendrée par ses propos irresponsables, et l'Algérie qui interdit donc le survol de son territoire aux avions notamment militaires. Dernièrement sur France Inter, donc Macron a tenté de désamorcer en parlant vraiment de relations cordiales. Il a dit clairement son souhait, c'est justement un apaisement parce qu'il pense que c'est mieux de se parler que d'avancer. Hier soir, donc Tebboune exige d'Emmanuel Macron un respect total de l'État algérien. Vous allez y revenir. Il dit clairement, nous sommes agressés dans notre chair, notre histoire, dans nos martyrs. Nous nous défendrons comme nous pouvons. Il s'en est pris aussi, suite à cette réduction des visas. Il accuse Moussa Darmanin d'avoir affirmé un gros mensonge concernant le nombre d'immigrés. Il a bien insisté, il n'a pas dit Gérard, il a dit, ou Gérard Moussa, il a dit Moussa. Ouais, clairement, c'est pour ça que j'ai accentué. Il l'a fait d'une façon très méchante. C'est ça, c'est le deuxième prénom, c'est Gérald. Il n'a pas dit Gérald. Oui. Moi, j'ai dit Gérard. Oui. Oui. C'est Depardieu qui s'appelle Gérard. Oui, en effet. C'est le deuxième prénom pour dire de Gérald Darmanin. Volontairement, donc pour l'info, selon donc l'Algérie, il n'y a pas eu 7000 Algériens expulsés. La France a évoqué avec nous, dit-il, le chef de l'État, Tebboune, plus de 94 Algériens, parmi lesquels 21 ont été acceptés et 16 autres. Voilà pour 20 minutes. Le Monde maintenant qui revient sur aussi des mots, vous allez revenir dans le détail. L'histoire ne doit pas être falsifiée, a déclaré encore hier soir Abdelmajid Tebboune. On l'a interrogé aussi pour savoir si cette fermeture était définitive concernant l'espace aérien. On en parlait tout à l'heure avec Idir Ounouren avant l'émission. Tebboune a expliqué que dans les relations diplomatiques, il n'y a rien d'irréversible. Mais actuellement, nous sommes agressés. Je ne vais pas y revenir. On l'a assez dit, vous allez y revenir dans le détail. Il a aussi dit que l'État est debout avec tous ses piliers, avec sa puissance, la puissance de son armée et son vaillant
peuple. Côté vaccin, il a exclu hier soir que la vaccination anti-Covid devienne obligatoire. Voilà ce qu'il dit. L'Algérie, en plus d'être un pays producteur du vaccin, ça fait encore polémique puisque Saïda est plutôt qualifié dans le conditionnement. Il dit clairement que l'Algérie dispose de quantités suffisantes pour vacciner tout le monde. Et avant de vous quitter, on a sélectionné Orange entre autres, mais beaucoup en parlent. Le journaliste algérien Rabah Karej, donc incarcéré depuis mi-avril, a été condamné lundi, donc aujourd'hui, à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Voilà ce que dit Maître Zoubida Assoul. Nous sommes choqués par ce verdict. Il n'a rien fait, il a simplement relaté des faits. C'est une décision qui ne s'explique pas judiciairement, mais une décision politique. Notamment, le journaliste Karej était poursuivi pour diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenter à l'ordre public. On lui reproche notamment la création d'un compte électronique consacré à des textes ou des informations susceptibles, encore une fois, d'atteindre l'unité nationale. Il faut savoir que l'Algérie est toujours classée 146e sur 180 pays du classement mondial de la liberté de la presse par Reporters sans frontières. Voilà, Djameldine. Merci Chaban. À demain alors. À demain avec plaisir. Inch'Allah. Alors, sur ma page Facebook, des gens qui commentent un peu le titre d'aujourd'hui, l'émission. Alors, Hakim Khadjari, JSK Jam Ait Youssef, j'aurais choisi plutôt entre Tebbouniyat et Tefouniyat. Alors, Dahi Warras, moi je dirais entre Blagounat et Kahwajiyat. C'est pas mal. Alors, nous allons écouter M. Tebboune au sujet de M. George Washington, de feu George Washington. بالنسبة لنا دولة صديقة ومعترفة بالدور نتاع الجزائر. الكلام تاعو مش كلام تاعي. Nous sommes un pays stabilisateur qui stabilise la paix, qui stabilise la région. C'est pas rien. Pas rien. والأخرى تربطنا بهم علاقات طيبة جدا. نقطة التاريخ كنا احنا الدولة الثانية اللي اعترفنا باستقلال الولايات المتحدة. هذه بغض النظر على مختلف اتفاقيات نتاع المرور في البحر الابيض المتوسط. شوف روح الميزة تاع المجاهد، شوف الكوابيس اللي عطاهم الاخر جورج واشنطن للامير عبد القادر. Rien que ça. Karim Naïtou Slimane vient de nous rejoindre. Karim, militant politique, qui a la malchance d'être le plus jeune ici. C'est pour ça que c'est lui qui entre après Karim. Parce que les Algériens, ils ont une drôle de tradition. Quand il s'agit de Da, l'aîné, il passe forcément avant les droits d'aînesse. Je pense que bonsoir Djameldine. Bonsoir Karim, merci d'être avec nous. Bonsoir justement à Debrahim et bonsoir aussi à Deddaïdir. Voilà, nous on dit encore plus, c'est pas Dda mais Dedda. Donc deux fois Da. Je pense que parmi les choses qui honorent l'Algérie, c'est ces traditions-là que, ayant voyagé un petit peu dans plusieurs pays, que beaucoup de monde nous envie en fait. Comment on se comporte avec nos aînés, c'est plutôt ça nos honneurs. Et j'aime bien commencer par ça, et après je vous laisse la parole, parce qu'on est quand même dans une situation où l'Algérie, malheureusement, elle est déshonorée par l'homme qui a été désigné pour être le premier, soi-disant le premier homme de l'Algérie. Malheureusement, certainement, on va en parler ce soir. Et donc déjà, ça ne vous rajeunit pas, hein, tous les deux. Hein. Non, mais moi, vous êtes deux fois Da. Moi, je suis d'Ibrahim une fois. Et nous, chez les Chaouia, on dit Dada, on dit toujours Dada. On ne dit pas Da. Vous, c'est une contraction. Hein. Ouais. C'est une contraction de Dada, Da. Hein, ouais. Qui m'a ba, un Loharna. Je pense que au lieu de Baba, c'est Da. Et quand il s'adresse à. J'ai vu Dada. Voilà. C'est deux choses différentes. Souvent, quand on a la personne en face ou pas. Ouais. D'accord. Voilà. Dans l'Ouest, Ba, mon père. On dit Baba. Eux, ils contractent au lieu de dire deux fois Baba. C'est une forme de respect, en fait. De respect, oui. Oui, c'est une marque de respect. C'est comme nos moutons. On dit Baba, mais on ne dit pas. À Alger, on dit Baba. Baba.
C'est comme les moutons. Ouais. Ouais, Les sœurs de la Kabylie, c'est bah. Le Kabylie, c'est va. Ben, à vous pour ça. Tu vois comment il se moque des Voilà, Algérois. il se moque. Ah, moi, le titre, il m'a scié. Le titre, Moi, il m'a scié. moi, il y en a un ami, juste pour la blague, par rapport au discours de Tebboune, il y en a un ami qui m'a dit, est-ce que tu imagines, Karim, si maintenant il y a des rapports des renseignements étrangers, ils vont faire une traduction pour le président américain, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ah oui, c'est grave. Comment ils vont... Alors, L'ambassade américaine s'en est occupée. Idir, justement, au sujet de Tebboune, hein, Oui. qui parle de George Washington à la limite. On aurait parfaitement compris qu'il n'est pas suffisamment de culture pour savoir qu'il y a une grosse différence entre... Mais sinon, généralement, les émissions en différé, et c'est Brahim on sait quelque chose, elles sont différées que pour pouvoir sélectionner au ciseau, éventuellement couper des choses. Or là, ça n'a pas été fait. Ils ont laissé passer. Alors, on ne peut pas s'empêcher de poser une des deux questions. Soit ça a été fait exprès, et j'imagine que ce doit être le cas, puisqu'il ne peut pas être entouré que de nuls, soit il n'est entouré que de nuls. Parce qu'il n'y a pas que ça, on va voir d'autres... il a commis plein de tebbounillettes, c'est incroyable. À votre avis, pourquoi ils ont laissé passer de telles outrances? D'abord, c'est une émission enregistrée. Ça, c'est le premier élément. Donc, vous avez tout dit dans votre édito, en fait, sur les deux possibilités où ils ont fait exprès pour ensuite... Ils n'ont pas besoin de faire exprès parce que c'est une expression. Il s'est exprimé normalement, pensant qu'il était, malgré l'approximation historique sur Washington, mais c'est un discours qui est complètement lénifiant. Il stérilise la pensée. En plus, ce qu'il faut noter aussi, c'est que par rapport à la parole du chef d'état-major, qui, entre deux visites dans deux régions militaires et l'édito d'El Djesh tous les mois, a complètement disqualifié la parole présidentielle. Ça, il faut le noter. C'est-à-dire, les gens qui observent un peu l'aspect politique de l'Algérie et de voir comment ça peut fonctionner, dans quel créneau s'installe telle réflexion, dans quel périmètre ça s'installe et qu'est-ce que ça veut dire, on est plus, je suis désolé, je pense que je passe sur le contrôle de Brahim, on est plus sensible à la parole de M. Chenguera qu'à la parole de M. Tebboune. En plus, dans le discours de M. Tebboune, c'est vraiment, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, il stérilise la pensée. C'est-à-dire, il n'y a rien à en tirer. On aura remarqué simplement sa chevalière à son auriculaire gauche ou droit, je ne sais plus. Pas plus, pas moins. Par rapport à ce qu'il a dit sur Macron, moi j'ai été stupéfait. Au-delà on va peut-être aller dans les détails sur tout à l'heure, mais quand il dit l'État algérien mérite d'être respecté, comment voulez-vous que... Ça veut dire quoi, être respecté? Faudrait-il encore que l'État algérien respecte les usages diplomatiques? Sa propre constitution. Sa propre constitution. Ce pouvoir et ce nouveau pouvoir qui est installé depuis je dirais même avant, depuis l'ère Gaïd Salah, c'est un pouvoir qui n'a qu'une seule priorité. C'est de museler l'opposition, de museler la société civile, de la rendre inaudible, de la menacer, de la terroriser. Regardez ce qui se passe en Algérie. Les gens, moi je pense à tous ces militants, je pense aux militants d'Arad, je pense à M. Ferres qui est en prison, je pense au général Ardiri, qu'il n'a rien à faire en prison, je suis désolé, je pense à tous ces détenus d'opinion et ces détenus politiques, je pense à mes amis Hamou Boumdine, Bouaziz, Azam et compagnie, qui n'ont rien à faire en prison, ces gens-là. Quel que soit, mais ça c'est d'un ordre global. Et puis moi j'ai noté aussi le fait que il ne propose rien, M. Tebboune. Il ne fait que commenter. Même dans l'aspect de... Moi, je ne suis pas un spécialiste des relations internationales, bien évidemment, je m'y intéresse, mais bon, même quand il aborde des relations internationales avec le Mali, sur la Libye, etc., je suis désolé, excusez-moi, M. Tebboune, c'est des propos du café du commerce, je veux dire, c'est de la blagounette, comme vous avez dit dans le titre. Avec un président comme ça, c'est quand même difficile d'envisager un avenir démocratique, d'envisager une ouverture. Et c'est pour ça que l'opposition, aujourd'hui, malgré les contraintes, et je peux le comprendre, et la diaspora doit jouer un rôle majeur à ce niveau-là, doit s'organiser autour d'une thématique. Il y a des boulevards qui se... Regardez d'un point de vue économique, vous avez parlé dans votre édito
la spéculation et éventuellement de l'inflation qui aurait atteint sur certains produits 50%, à d'autres 200%. J'entends ce que vous me dites. Où est le modèle économique de M. Tebboune? Où est-ce qu'il est le modèle économique de M. Tebboune? Est-ce qu'on peut en parler? Non. C'est toutes ces questions, mais là, on devrait peut-être les séquencer pour les aborder les unes après les autres. Oui. Voilà, je passe mon tour. Moi, j'aurais appelé ça, comme titre, Tebboune ou la pensée magique. En référence à quoi? En référence au fait que, selon Freud, qui cite un anthropologue anglais, Edward Taylor, pas le Taylor que je n'ai pas lu d'ailleurs, et dans lequel il dit, il définit la pensée magique, il dit c'est prendre un rapport idéal pour un rapport réel. Et tout l'entretien, si on peut parler d'entretien, de Tebboune était dans l'idéal. Il voit l'idéal comme si c'était le réel. Surtout quand il parle de, par exemple, il vient d'en dire un mot, demande le respect de l'Algérie. Que la France respecte l'Algérie. Il est là, dans l'idéal, il le prend pour le réel. Or, nous savons que, et je le dis parce que je le pense, que la France respecte l'Algérie, l'Algérie combattante, l'Algérie qui s'est battue pour son indépendance et battue de façon très, très courageuse, malgré le manque de moyens. Ce que la France ne respecte pas, et ça nous le savons tous, ce sont les dirigeants algériens. Elle ne respecte pas les dirigeants algériens. Pourquoi ne les respecte-t-elle pas? Parce que les dirigeants algériens viennent quémander à Paris des visas, des cartes de séjour, viennent quémander des cartes de séjour pour leurs enfants, pour blanchir leur argent. Et bien sûr, enfin, justement, l'argent des autres. Vous pouvez, c'est une panoplie de choses. C'est acheter des commerces, c'est, comme vous dites, acheter des appartements luxueux. Et ce sont des gens qui ont dit exactement la même chose que Tebboune hier. Que la France ne respecte pas l'Algérie, que la France était le colonialisme. En disant la France ne respecte pas de l'Algérie, peut-être parlent-ils d'eux-mêmes, parce qu'eux, ils s'identifient à l'Algérie, c'est eux. Peut-être qu'ils sont en train de dire, la France ne respecte pas le régime. La mafiocratie ne respecte pas... Si nous ne connaissions pas les rapports réels entre les gouvernements algériens et les gouvernements français successifs, nous serions enclins de croire que l'Algérie aurait les moyens de faire plier la France. Alors que nous savons qu'elle ne peut pas faire plier la France. Et tout le discours d'hier le montre. C'est un discours de dépit, d'impuissance, de faiblesse. De déni aussi. Oui, mais bien sûr. Quand on est dans la faiblesse, on dénie beaucoup de choses. On refuse de voir la réalité. Oui, oui. Et il a refusé de voir la réalité en face. C'est ce que j'en tire du discours de Tebboune. Je vais t'interrompre pour donner du lot à ton mouvement, excuse-moi, et reste sur ta pensée. L'État est debout avec tous ses piliers, avec sa puissance de son armée et, bien évidemment, de manière démagogique et populiste, de son vaillant peuple. Alors, pardon, continue. C'est juste pour abonder dans ce que tu disais là. Pour laisser Karim parler, Tebboune, bon, je vais être méchant peut-être un peu avec lui, je l'ai déjà été, me rappelle, et vous connaissez tous ce personnage, me rappelle Bribabil. Bribabil, c'est le cochon dans La ferme des animaux de George Orwell. Et Bribabil veut faire croire aux autres, ou faire prendre aux autres des vessies pour des lanternes. Tout le discours d'hier voulait nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Il a trompé les Algériens jusqu'à montrer qu'il manque de culture, en citant notamment George Washington. Est-ce qu'il peut tromper avec les arguments qu'il avance?
Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Quand il dit, le journaliste lui pose très prudemment et très poliment et très délicatement la question sur la flambée des prix, sans aller trop loin. Il lui répond, oui, mais c'est mondial. Depuis le Covid, d'ailleurs, la plupart des pays européens voisins ont tous des problèmes de flambée des prix qui vont de 10 à 15%. Alors que la flambée des prix en Algérie est d'au moins 50, 60%. Et ça va jusqu'à 200, ça va jusqu'à 300. Je ne voulais pas le dire pour ne pas paraître exagéré. Ça va jusqu'à 300% d'augmentation en quelques mois. Donc, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il est certainement pas. Ces arguments qu'il avance... L'inflation en Europe est à un chiffre. Il ne faut quand même pas plaisanter. L'inflation ne doit pas dépasser les 3% dans le pire des cas. Absolument. Tout simplement parce que il y a eu une énorme réduction des importations. Alors que l'économie algérienne était fondée sur cette théorie fumeuse de l'importation par substitution à la production. L'Algérie ne produit rien. Et je pense que nous allons parler tout à l'heure, quand il a parlé de la Chine, que l'Algérie pourrait devenir la Chine, et que la Chine, en 20 ans, est devenue la superpuissance économique qu'elle est. Cela m'étonne aussi de l'inculture ou de la méconnaissance de ceux qui l'entourent, de ceux qui le conseillent, et de Tebboune lui-même, qui ne sache pas comment la Chine est arrivée au niveau de production qui est le sien et pourquoi. Peut-être ce n'est pas de l'inculture, peut-être c'est du mépris pour nous, pour notre intelligence. Ils pensent que nous pourrons avaler tout ce qui nous débite. Parce qu'il a dit hier, il a dit nous sommes passés en termes d'importation, nous avons réduit les importations de 50%. Nous sommes passés de 60 milliards à 30 milliards. Sans impact sur la vie. La vie des gens. Alors que le professeur Bouzid a dit, entre autres, la réduction de l'ardoise pharmaceutique est en train de coûter la vie à des enfants atteints de cancer. Il y a ça, il y a le secteur de l'automobile, il y a le secteur des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement dans ce pays. Il ne peut pas y avoir de production. L'économie algérienne est en panne, est au point mort. Karim. Je vais passer très vite sur cette question de respect pour l'Algérie et tout ça, parce que ce qui fait le respect, c'est connu, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des États, c'est le respect ne se donne pas, le respect s'arrache en fait, on s'impose pour avoir le respect. Et pour passer très vite aussi sur cette question, on peut dire très rapidement qu'est-ce qui fait respecter l'Algérie et qu'est-ce qui la déshonore. Ce qui déshonore l'Algérie actuellement, c'est clair, c'est les différents classements mondiaux, par exemple, qui classent l'Algérie. Moi, je ne dis pas nous, parce que je ne me classe pas dans l'Algérie de ce système. Nous, notre Algérie, elle est ailleurs. Qui classe l'Algérie dans les derniers classements. Les universités algériennes sont classées parmi les toutes dernières au monde. L'école algérienne. L'école algérienne, n'en parlons même pas, ne figure même plus sur les classements. Les universités... Internet. Et tout à l'heure, il y a même une personne qui m'a interpellé pour me dire que l'université algérienne, il y a des universités apparemment, ils ont diffusé ça en boucle, ils ont dit, ils se félicitent qu'une des universités a quand même pu avoir, la place 600 ou quelque chose comme ça. 600. C'est l'université de la Baisse. Alors qu'à la Sorbonne, j'ai participé plusieurs fois à des réunions qui étaient presque des réunions de crise où les gens se questionnaient pourquoi elle est classée 35e. Donc ils ont trouvé que c'était anormal d'être classé 35e, aussi bas. Oui. Et alors qu'on a ce régime, donc ça c'est ce qui déshonore. Lorsqu'un président, même si on ne le reconnaît pas comme président, mais lorsque le chef de l'État part se soigner en Allemagne comme son prédécesseur se soignait en France, ça déshonore un État. Lorsque les jeunes d'un État fuient et meurent en Méditerranée, ça fait la une des journaux mondiaux, ça déshonore un État. C'est tout ça qui est déshonoré. Et encore, les exemples sont très nombreux. Et puis, donc, en définitive, c'est ce régime qui est déshonore. C'est Tebboune, c'est ce qu'il représente. Lorsqu'une personne comme lui accède à ce poste-là par l'appui de quelques généraux, ça, c'est déshonorant pour l'Algérie.
Et qu'est-ce qui fait respecter un État? Ce qui garde un peu de respect actuellement pour l'Algérie, c'est tout simplement c'est son peuple, c'est ses cadres, ces médecins qui sont à l'étranger, c'est ces pères de famille, ce peuple qui milite dignement pour garder la dignité en Algérie. C'est aussi cette jeunesse, parce que tout le monde, même s'il y en a qui se plaignent de la jeunesse algérienne, des haragades et tout ça, mais ailleurs, cette jeunesse aussi, elle est admirée pour cette volonté de vie, parce que même derrière le phénomène de haraga, on voit que l'Algérien, il a quand même cet instinct de vie, de survie qui est très fort. Donc sur cette question de respect, je dirais, la honte de l'Algérie actuellement, c'est ce système et cette façade civile qu'ils ont mis, et à sa tête ce monsieur Tebboune lui-même. Et d'ailleurs, il faut juste regarder le registre de langue avec lequel il parle, et même la manière avec laquelle il était assis, pour se rendre compte que quand même, il déshonore la fonction. Malheureusement, c'est vrai qu'il a des sorties de temps en temps, il déshonore l'Algérie. des sorties de loupard. Hein, et puis, vous savez, quand il lui a dit, je ne sais pas, il leur a dit tchèque. Ouais. Et au niveau de la forme, c'est ahurissant. Il ne respecte pas toutes les formes et tous les protocoles inhérents à un discours d'un président. C'est même pas un discours, un échange avec des journalistes d'un président de la République. Ça a une espèce de solennité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, sa parole est disqualifiée déjà à la base. Sachant que celui qui tient le haut du pavé, le haut de la fille, c'est M. Chengriha. Quand M. Macron dit que c'est un système politico-militaire, avant c'était un système politico-militaire de facto, dans l'esprit des gens et les militaires. Mais là, avec le vote de la Constitution, avec l'article 30, avec l'alinéa 4, je suis désolé, l'institution militaire ou le commandement militaire a pris non seulement le pouvoir de manière légale, mais il occupe l'État sans contrôle démocratique. Et c'est là le gros danger. Dans un cadre légal. Constitutionnel. Dans un cadre constitutionnel légal. Pardon, Karim, excuse-moi, j'étais interrompu. Non, c'est très bien que vous ayez évoqué ce point, parce que c'est le point essentiel pour moi. Il ne faut pas qu'on regarde trop la forme, ni même son discours. Ce qu'il faut regarder, c'est cette situation. C'est un système qui est pris de panique. Parce que ce qui est en train de se passer en ce moment, il est très important, c'est que l'allié historique de ce régime, qui est quand même le gouvernement français. Il faut savoir qu'historiquement, on a vu comment Bouteflika a été soutenu jusqu'au dernier moment par Macron, Hollande, Sarkozy. Hollande qui était venu nous dire, alors qu'il était grabataire, il nous a dit je n'ai jamais vu autant d'alacrité. Tout à fait. Donc voilà. Ça m'a marqué, moi. Bien sûr. Ça a marqué beaucoup de monde. Et donc, le régime est en train de perdre son allié historique pour des raisons politiques très objectives. C'est que le Hirak, l'opposition du Hirak, a quand même réussi, après 3 ans de présence sur le terrain, après 3 ans de militantisme, à commencer à convaincre les partenaires internationaux de l'Algérie que ce régime, non seulement parce que ce régime en fait est devenu une menace pour la région et pour toute la région et pour l'Europe aussi, parce qu'historiquement ce régime s'est imposé toujours comme un facteur de stabilité. Il se présentait à l'Europe et notamment à la France comme le garant de la stabilité de la région. Actuellement, le Hirak a réussi à faire changer cette optique et à convaincre, et maintenant la France le voit, Macron le voit de cette manière en tout cas, que ce régime-là est devenu un facteur d'instabilité. C'est lui le pourvoyeur des haragas. C'est lui-même un facteur qui pourrait déstabiliser toute la région avec sa position belliqueuse vis-à-vis du Maroc, par exemple. Donc, toute cette situation-là, ce régime se trouve maintenant effarouché, il est effrayé par une perspective d'isolement à l'international. Et ça va se faire progressivement. Et ça, c'est l'élément le plus important. On a un régime aux abois. La rue ne tardera pas à reprendre. Le peuple va sortir. Et nous devons continuer à nourrir le débat politique, parce que la politique maintenant se fait en dehors, et elle se fera pendant quelques moments, à mon avis, elle se fera même en dehors de l'Algérie. L'opposition se fera en dehors de l'Algérie, mais nous reviendrons peut-être pour parler de ça. Mais il faut comprendre que c'est le discours d'un porte-parole d'un régime finissant. Monsieur Betchemouf, oui, allons-y. Concernant aussi, quand on lui a posé la question,
sur le fait que l'Algérie ait donc décidé de fermer son espace aérien, le journaliste a posé une question réelle, une question pertinente. M. Tebboune a dit en diplomatie, rien n'est jamais fermé. Donc ce qui laisse supposer que pour moi, c'est des réactions de deux belles sœurs, en fait. Même pas, c'est des réactions qui ne sont pas à la niveau, au niveau d'un État qui a des intérêts vitaux, qui a des intérêts stratégiques, comment les aborder, sur quelle force ils doivent s'appuyer, sur quelle diplomatie parallèle ils doivent. Et là, pour moi, ça me désole de voir le président de la République avoir ce type de propos. Regardez autre chose, la légèreté avec laquelle le ministre des Affaires étrangères espagnol est arrivé en Algérie. Évidemment, pour essayer de sécuriser son approvisionnement en gaz. Sachant que le 30 octobre, le contrat liant le Maroc et l'Algérie pour le passage du gaz vers l'Espagne ne sera pas renouvelé. Qu'est-ce que le président Tebboune dit? On lui a donné les garanties, il n'y a aucun souci, et même toute notre flotte ira les approvisionner. C'est comme la dernière fois, lors du précédent chaud, on va dire, quand il a dit, ça y est, quand il y a des produits qui manquent, sous 48 heures, 2 bateaux arrivent. Mais on ne gère pas une épicerie, M. Tebboune, on préside un État, il faut arrêter, quoi. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est le café du commerce. Voilà, on avait l'impression qu'il jouait à la belote, qu'il avait en face de lui Marius. Et avec Tchèque, etc. C'est quand même, voilà, c'est des discussions de pied de bar. En plus, il a été comme si le prénom algérien de Darmanin était méprisable. Un sujet de mépris. Vous dites, voilà, absolument. Comme s'il était méprisable. Gérald, tu t'appelles Moussa. Voilà, mon fils aîné s'appelle Moussa, n'allez pas trop loin. Alors que le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a été Moussa, et lui-même le dit, le revendique. Bien sûr, il le revendique. Il le revendique. Il a fait un voyage. Il a même dit c'est le nom de mon grand-père. Sur la région de Mostaganem. C'est le prénom de mon grand-père. se recueillir sur ses... Il ne s'en cache pas. Non, c'est lui qui l'a divulgué, ce prénom de Moussa, qui portait le prénom de son grand-père, etc. Ce que je veux dire, c'est que les 7 et 8 novembre de l'année dernière, je crois, Gérald Darmanin est allé en Algérie. Oui. Mais il avait eu un accueil de chef d'État. Oui, je me rappelle. Un accueil de chef d'État. Ils en ont trop fait. C'était l'accueil, tout à fait. C'est quand même, regardez comment... Et à ce moment-là, ils ne l'ont pas traité de Moussa. De Moussa, ni de... etc. Bon, un accueil de chef d'État. Et quand Moussa est revenu en France, il a fait des déclarations pour dire, je crois que c'est ça qui ne leur a pas plu aussi, pour dire tout simplement que les Algériens, le gouvernement algérien a collaboré, totalement collaboré en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Voilà, c'est clair. Et puis, c'est pas des choses qui se disent. Absolument. Il est allé plus loin pour dire que le pouvoir d'Alger et le gouvernement français avaient des visions identiques dans tous les dossiers discutés, y compris en matière d'immigration clandestine. Et ce que dément tout à fait... D'ailleurs, Tebboune Brahimi aussi, on le verra tout à l'heure, il traite Darmanin de menteur. Oui. Alors, la presse algérienne, qui généralement s'aligne sur le pouvoir, écrit que le ministre français de l'Intérieur avait obtenu tout ce qu'il voulait, en particulier sur l'expulsion de ressortissants algériens radicalisés et les clandestins. Et la déclaration de Moussa Gérald Darmanin, quand il revient à Paris, il dit « Je remercie les dirigeants algériens pour leur coopération, pour ne pas dire pour leur collaboration. L'Algérie est un grand pays cher à mon cœur. Ils m'ont clairement affirmé que les nationaux qui relevaient de leurs responsabilités seraient repris à la condition que ce soit bien leurs nationaux. Ce qu'on peut tout à fait comprendre. » Il y a un point très important, à mon avis, à retenir, et je pense que ça va venir. Je vais même prendre le risque de lancer une prévision parce que le discours de Tebboune, c'est un signe d'un affolement du régime parce qu'il est en train de voir que réellement son allié historique est en train de le lâcher.
Et donc la prochaine étape, ils ont peur de quelque chose qui a été demandé par le Hirak et à laquelle nous arriverons, j'espère, bientôt, c'est le gel, et ça pourrait se faire, c'est le gel des biens et des comptes bancaires des hauts dignitaires de ce régime ici en France. Et eux, parce qu'ils les tiennent. Ah bah oui. Ils les tiennent, ils savent qu'ils ont blanchi de l'argent Bien sûr. volé. Et la je te prochaine laisse étape, faire tant que tu es sous ma botte, mais si tu t'avises à bouger, Tout à fait. je peux te poursuivre pour blanchiment d'argent. Tout à fait. Donc la prochaine, ils veulent quand même les maintenir quand même en respect, mais je pense qu'ils sont en train de perdre de plus en plus la face et surtout ils deviennent infréquentables. À l'époque, par exemple, rien que sur cette question-là, à l'époque, les candidats à la présidentielle en France, ils allaient tous à Alger, c'était pour avoir une consigne de vote, c'était pour avoir une consigne de vote, pas que pour les valises, pour avoir une consigne de vote des binationaux via les réseaux consulaires. Mais cette fois-ci, en plus, comme l'a dit Idir, des valises. Les valises passent avant, je crois, mon cher Karim. Non, je pense, parce qu'ils savent que leurs consignes de vote ne sont jamais suivies. À l'époque, elles étaient quand même. Là, il y a un peu l'amical, les Chibani, mais les valises, elles passent mieux. Les valises, c'est en premier. Oui, il y a des livres qui ont été écrits sur ça, des articles. Oui, il y a beaucoup de choses. Dites-moi quel est le candidat français à la présidentielle, qui n'est pas allé à Alger prendre la petite valise. Alors, pour ajouter de l'eau au moulin de Brahim Younsi, là, vous me l'aviez souligné tout à l'heure, là, la critique de M. François Hollande. Pourquoi moi j'en parle toujours? Parce qu'en faisant cette déclaration, M. Hollande a pris un risque énorme. Ça veut dire qu'il s'est fait le complice dans une prise d'otage. La preuve, aujourd'hui, on le sait, que M. Bouteflika était totalement déconnecté, qu'il ne connaissait même pas son prénom. Quand François Hollande débarque à Alger juste pour cette conférence de presse et dire « Je n'ai jamais vu une telle alacrité », d'ailleurs il nous avait appris le mot quasiment. Je le connaissais. Moi, je ne le connaissais pas. Alors, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et à ce moment-là, il était candidat. Il n'avait pas encore annoncé, mais il n'avait pas annoncé son retrait. Et donc, ça laisse supposer que c'est pour les valises. Je le dis comme je le pense. Ouais. En tout cas, il y a des livres qui ont été écrits sur ça, il y a des articles, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui nous intéresse, nous, à mon avis, c'est quelque chose qui doit attirer notre attention, c'est que c'est un régime actuellement qui est vraiment, vraiment affaibli. Et je pense que si la rue reprend, et surtout si la diaspora sort, parce que je profite pour lancer l'appel pour la marche du 31, les collectifs, les militants parisiens, tous se sont entendus sur cette date, la marche du 31 prochain. Il est extrêmement important que tous les Algériens qui veulent un changement politique en Algérie viennent participer à cette marche, parce que si le peuple se mobilise encore une fois, les ténors de ce régime ne tarderont pas à prendre l'avion, parce ils auront très peu de soutien dans le monde occidental. Alors, nous allons, d'abord pour nous poser des questions, nous allons écouter un journaliste qui, au lieu de poser des questions à M. Tebboune, apporte de l'eau au moulin de celui qui lui accorde. Et après, nous essaierons de comprendre pourquoi ces journalistes n'ont pas posé certaines questions. Nous allons d'abord écouter le monsieur. Le chef de file des terroristes du MAC. Il faut qu'il nous soit livré. C'est un terroriste, il le dit. Nous avons des preuves pour l'achat d'armes, des collectes de fonds pour l'achat d'armes. C'est pas du terrorisme, ça? Il a déclaré, il a demandé à ses adhérents de s'armer à un certain moment. Oui, exactement. Alors, il nous dit, il a déclaré, parlons de Farhat Mehni, le président du MAC, il a dit, il a demandé à ses adhérents de s'armer. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait confirmer si c'est vrai? En tout cas, si le journaliste, par mésinformation ou désinformation, fait allusion aux forces de contrainte aux forces de contrainte que Farhat Mehni a imprudemment d'ailleurs a formulé à partir de Londres. Qu'il a lourdement regretté par la suite. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Il faut qu'il sache que ces forces de contrainte devaient s'exercer sur la Kabylie et les Kabyles. Pas... Et la réaction est venue des Kabyles eux-mêmes. Ouais. Et quand il dit il faut qu'il me soit livré, d'abord, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on parle d'individus, ça c'est un. Oui. Deuxièmement, est-ce qu'il est prouvé que le MAC est une organisation terroriste?
Je défie M. Tebboune ou ce petit journaleux de décrypter tous les discours du MAC. Ils ne sont ni belliqueux, ni guerriers, ni appelés à la violence. Il faut que les gens comprennent que les militants du MAC, leur président, disent on veut l'indépendance, on n'a rien à faire en Algérie. Ça, c'est leur leitmotiv. Et ils passent par la voie, ce qu'on peut appeler la voie juridique. Ils ont déposé un mémorandum à l'ONU, ils ont déposé un référendum à l'Union africaine, ils font partie des États pratiquement des nations sans État. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas. Il est dans la fabrique de l'ennemi. C'est ces questions-là qui sont surréalistes. Pourquoi ne s'est-il pas contenté de dire c'est un mouvement séparatiste qui cherche à arracher une partie de l'Algérie à la nation mère. C'est déjà très grave, ça. Vouloir couper une région d'Algérie de la mère patrie, c'est énorme. Pourquoi est-il allé inventer? Est-ce que, quand il dit la force de contrainte, est-ce que c'est appeler les gens à s'armer? Non, pas forcément. Il y a une force de contrainte, c'est-à-dire il y a une police qui appartiendrait au MAC et qui ferait l'ordre en Kabylie en quelque sorte. C'est ça la force de contrainte. Et juste, je termine par ici, ça ne te dérange pas. Il avait un besoin, je pense. Il avait un besoin d'exprimer une espèce d'autorité et que la Kabylie ne pouvait s'exprimer qu'à travers donc son MAC et son gouvernement. C'est tout. Voilà ce que ça voulait dire tranquillement. Et puis par la force. C'est une force de contrainte. Ça veut dire à partir du moment où je ne suis pas reconnu, je demande. C'est pas l'histoire d'être pas reconnu, c'est reconnaître par force. Oui, mais la contrainte, c'est toujours par la force. C'est toujours par la force, c'est jamais. Mais est-ce que ça veut dire pour autant, il a demandé à ses militants de s'armer, comme dit le journaliste? Non, jamais de la vie. Et est-ce que c'est dans le rôle d'un journaliste de reprendre le président pour être encore plus. Logiquement, non. C'est pas le travail d'un journaliste de confirmer ou d'infirmer peut-être, mais de confirmer des propos... Ou de cautionner la parole du président, tout simplement. Voilà. C'est inadmissible, je veux dire, c'est pas son rôle. Là, sur cette question-là, précisément, c'est que le chef de l'État, Tebboune, ne respecte pas l'État algérien. Oui. Il ne respecte pas la Constitution. Ben oui, ne respecte pas l'État algérien. Oui. Sachant pertinemment que l'État français ne remettrait jamais, n'extraderait jamais un réfugié politique. Parce que c'est l'État français qui protège absolument, le réfugié c'est complètement idiot de c'est, demander d'ailleurs. Justement, c'est ne pas respecter l'État algérien. Mais ils le savent très bien, ils savent qu'il n'est pas extradable. Justement. Ils le font donc juste pour la galerie. Oui, ça veut dire que ça procède aussi du mépris. C'est-à-dire que nous sommes dans le théâtre de Guignol. Voilà, le grand Guignol. C'est ça le problème, c'est que ce sont ceux qui sont au plus haut niveau de l'État qui ne respectent pas l'État. Qui nous méprisent, qui méprisent notre intelligence. Ça, c'est extrêmement grave qu'un chef de l'État dit « je veux qu'on me livre ». Tout à fait. Je veux qu'on me livre, j'exige qu'on me livre. Bien sûr. Quelqu'un dont il sait pertinemment que ça ne se passera jamais. Oui. Karim? Oui, c'est la faillite, vous savez, c'est l'expression d'une faillite. Ce journaliste qui apporte de l'eau au moulin de... Ben voilà, lui-même, ce journaliste, mais je préfère le terme qu'a utilisé Daïdir, c'est ce journaleux qui est censé normalement, je ne dirais pas porter la contradiction, mais au moins rester objectif. Il n'est pas là pour étayer les propos du président, entre parenthèses toujours, entre guillemets. Ça, c'est la fin d'un système. C'est un discours qui est destiné à la consommation pour ceux d'une partie très infime du peuple qui croit encore à ces mythes, à cette mythologie. Mais c'est un discours, à mon avis, qui n'a pas une grande portée sur la société. Et ils veulent encore endormir les gens avec cette histoire, avec l'invention d'un ennemi imaginaire et d'un ennemi intime, parce que la France, ça reste toujours l'ennemi idéal pour ce régime, pour toujours faire poursuivre cette rente dont on a parlé la dernière fois, mémorielle, de Benjamin Stora. Mais je pense que ça n'a pas d'effet, et ça aura de moins en moins d'effet. Et d'ailleurs, la preuve, on se retrouve avec un président qui parle quand même de pacte
et de Macarona. macarona, c'est quand même c'est affolant. C'est-à-dire là, moi je pense que c'est pire que le 5e mandat. C'est pire, c'est une insulte pour le drapeau, c'est une insulte pour les martyrs, pour la mémoire des martyrs. C'est une insulte pour tous les Algériens d'avoir atteint ce niveau-là. Et je pense que c'est ça qui va galvaniser la rue et c'est ça qui va mobiliser la rue. Et je pense que cette fois-ci, lorsque les Algériens vont sortir, Tebboune va réellement prendre une claque politique qu'il n'arrive pas à prévoir, lui et ses conseillers, à mon avis. Monsieur Benchenou, juste si vous permettez, ce qu'il faut retenir aussi de ce qu'a dit M. Macron et qui est passé un peu inaperçu, et même on ne lui a pas posé la question, c'est qu'il a dit quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour abonder un peu dans le sens de nos jeunes militants qui montent. C'est quand il parle du Hirak, quand il a dit le Hirak, il a prononcé le mot, l'a affaibli le système. C'était l'objet de ma prochaine question. Excusez-moi. Alors, justement, cette question, je vous demanderai d'être un peu plus dynamique dans le tour de micro, parce qu'il y a d'autres questions qu'on essaie de traiter. De toute façon, cette thématique, nous allons lui consacrer au moins 2 émissions, mais qu'au moins, aujourd'hui, on puisse traiter. Alors, quand il a parlé de visa, il a dit, moi, le visa, c'est pas pour les Algériens, pour les étudiants, pour les gens sérieux. Pour les opérateurs économiques et tout ça, il n'y a aucun souci. Pas de souci. Les Nous, c'est surtout, il a prononcé le verbe, c'est pour ennuyer les dirigeants. Ça veut dire, il sait très bien qu'ils ne peuvent pas se passer de visa. Pour leurs affaires, pour leurs familles, pour les soins qu'ils viennent se faire prodiguer ici, etc. Il a dit, et il a suggéré, et leur famille aussi. Et leur famille. Mais juste pour abonder dans votre sens, oui. Cette menace ne s'adresse pas uniquement pour l'État français. Oui. C'est-à-dire, pas pour l'État français, que l'État français prendrait des mesures. Ça va s'adresser avec la diplomatie française sur tout l'espace Schengen. Donc ça ne concerne pas exclusivement les Français. Oui, mais lui a parlé... Donc, par théorie des dominants sur l'Espagne, sur l'Italie, lui, il a parlé etc. des Algériens. Parce Oui. que les autres pays... C'est Ils pas la même peuvent chose. s'aligner par accord politique. Oui, mais les autres pays, Français. par exemple la Tunisie, ils ne vont pas tous se faire soigner. C'est craindre le régime. Voilà ce que je veux dire. Là, c'est un point important, bien sûr. qui est vraiment, il brûle Bien ce sûr, point. parce que pour le moment, eux, ils peuvent passer par l'espace Schengen, l'Espagne, l'Italie, pour L'espace pouvoir Schengen, venir même. en France, leur destination finale. Oui. Mais le problème, c'est que jamais un chef d'État français n'a été aussi loin. Oh, tout à fait. Et dans la Entièrement d'accord, reconnaissance entièrement coloniale et dans l'attaque directe du régime. D'ailleurs, il a dit autre chose. Ce sera le 2e point. Oui. Il a parlé de système politico-militaire. Jamais ça n'a été dit. Et c'est en fait. Et le 3e, il a dit le Hirak les a fragilisés. Tout à fait. Donc c'est 3. Est-ce que ce n'est pas plutôt ces 3 attaques quasiment ad hominem qui sont destinées droit vers le régime qui les ont plutôt dérangés? Et que cette histoire de l'histoire ou la mémoire ou la visite à la prison de Jugurtha, est-ce que ce n'est pas plutôt pour cacher qu'ils sont atteints en plein cœur par cette... Ça paraît, je vous laisse ça paraît évident que c'est toutes ces questions ramassées. On peut les lire de différentes manières, en fait. Pour les histoires des visas, c'est vraiment le mot « ennuyé ». Oui. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, peut-être que vous ne m'avez pas compris, c'est que l'État français peut, dans sa diplomatie européenne, faire pression sur les gens, sur les pays de l'espace Schengen pour refuser le visa à tous ces oligarques. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il fait référence au Hirak, et il dit... Il dit, vous êtes en train de leur donner des idées. Hein. Oui, il dit, il a affaibli le système politico-militaire. Il a fragilisé. Ouais. C'est une invitation aux jeunes du Hirak de se dire, allez-y les gars, on y est presque. C'est une des lectures, je veux dire, c'est pas la seule. Ouais. Troisièmement, ces histoires de visa. Et le 3e point, c'était... Le 3e, c'est politico-militaire. Politico-militaire. Mais je vais vous dire une chose, comme vous l'avez très bien souligné, je crois qu'on l'avait dit la semaine dernière aussi, que c'est la première fois qu'un président va aussi loin. Ah oui. D'abord, le public qu'il avait en face de lui, c'était des fils de Harki, des binationaux, des Français d'origine algérienne, des Français, quoi, qui n'ont qu'une seule nationalité, c'est la nationalité française. Et il y avait des familles de Moudjahid comme les enfants de Boumedjel. Et il paraît qu'il y a même des enfants du FLN. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Le Monde. Moi, il me semble avoir lu ça sur Le Monde. Hein. Et si je me trompe, excusez-moi, c'est ma mémoire et c'est l'âge. Ce que je voulais dire, c'est que les gens disent à M. Macron, et M. Tebboune l'a évoqué un petit peu à demi-mot, que c'était pour des opérations de politique interne.
Il est inconcevable que M. Macron, dans le cadre de sa future réélection, puisse jouer de cette corde-là, sachant qu'il ne peut pas faire le service après-vente pendant 7 mois. Qui va le faire? Ils ne peuvent pas. M. Macron, il veut absolument avoir Marine Le Pen ou Zemmour à côté, au deuxième tour. Oui. Donc il fait monter le buzz. C'est des stratégies d'appareil, ils ont leurs stratèges, c'est pour ça que les gens qui disent le fait qu'il ait dit ça, c'est une manière d'essayer d'exciter un petit peu l'opinion publique française de manière interne. Là, c'est les thématiques Inde de la France. Tout à fait. Par contre, ça, système politico-militaire, les visas, on va les ennuyer, et le Hirak les a fragilisés, c'est pas destiné à l'électorat français. Tout à fait. Ça peut pas les... Entièrement d'accord. Ouais. Ce qu'il faut, juste pour terminer, moi, il me semble que M. Macron, je vais peut-être être, je sais pas, un peu, comment dire, un peu très ambitieux ou alors très optimiste. Bon, pour moi, c'est une invitation aux jeunes du Hirak, comme Karim, comme beaucoup d'autres, de dire, allez-y, construisez cette opposition. Construisez cette opposition, construisez cette alternative. C'est comme quand il s'est rendu à Alger, qu'un jeune l'a interpellé, lui a dit « Monsieur Macron, on étouffe », il lui a dit « desserrez-vous ». Vous vous rappelez? Tout à fait. Ouais. Moi, le seul souci, Karim, j'aurais terminé, je m'excuse, Brahim, si je parle trop ce soir, c'est que le pouvoir n'a pas de projet, la jeunesse a un projet. Et c'est dans ce cadre-là, c'est même pas une alternative, un projet pour l'Algérie. Et ça, c'est un immense chantier qui s'impose à vous tous, et j'espère qu'on va y arriver. Je prends la parole d'Ibrahim et je la rends par la suite. C'est juste pour appuyer ce que disait Daïdé, pour pas qu'on passe à côté d'un point très très important. Et c'est pour ça que j'avais commencé tout à l'heure en disant c'est un régime qui est affolé, qui a peur de quelque chose qui va venir encore. C'est l'influence du réseau diplomatique français. Et je pense que la question est beaucoup plus grande que celle des visas. Celle des visas, c'est qu'un début. Mais lorsque le président français en exercice, rappelons-le, traite ce régime d'un régime militaro-politique, c'est de dire que c'est une junte militaire. Ça, c'est extrêmement important. Et on sait très... Politique. Oui, politico-militaire. Et puis, ce qui est important, c'est que on sait très bien que, quand même, dans la zone euro, s'il y a 2 pays qui influencent, ça reste quand même la France et l'Allemagne. Et donc, par tout son réseau d'influence, la France va progressivement orienter, influencer, voire orienter les positions des autres pays européens vis-à-vis de ce régime. Et vous vous imaginez bien que lorsque ce régime, parce que la plus grande crainte de ce régime, lorsqu'on regarde historiquement, c'est pour ça que je veux vraiment creuser ce point, quelle était depuis 1962 jusqu'à présent la plus grande crainte de ce régime? C'est qu'il se déclare, c'est que les gens découvrent, c'est que le monde découvre que c'est un régime militaire ou politico-militaire. Ce régime a toujours veillé à garder toujours une façade civile crédible aux yeux du monde. Le Hirak lui a donné un coup très fort avec le slogan en poussant Gaïd Salah à sortir, à organiser des élections, à tenir en tenue de combat des discours politiques. Le Hirak a eu cette force-là, cette intelligence-là de sortir la bête et de montrer le véritable visage de ce régime. Et là, on voit que 3 ans après, là, ça commence à s'internationaliser. Et c'est pour ça que ce régime-là a peur maintenant. Il a peur d'être vu pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un régime politico-militaire. Et c'est pour ça que nous devons maintenant, sur ce credo-là, réunir toutes les forces d'opposition sur cette idée de dire qu'en Algérie, la jeunesse, la société civile algérienne, l'opposition politique algérienne réclame un État civil et non militaire. Parce que ce qui se passe en Algérie, c'est qu'on a un système politico-militaire qui se cache derrière une façade civile. Ça, c'est quelque chose que le monde entier doit voir. Et lorsque c'est dit par un président qui est en exercice, le président français en exercice, là, ça a fait trembler les décideurs en Algérie, et leur plus grande peur, c'est qu'il y aura l'effet domino, mais aussi l'effet boule de neige avec. C'est-à-dire, d'un point de vue politique et diplomatique, c'est l'effet domino, c'est-à-dire cette idée, il y aura d'autres gouvernements qui vont progressivement traiter ce régime d'un régime politico-militaire, et puis par la suite... C'est peut-être pour ça qu'ils sortent de leur gond. Parce qu'il se trouve que c'est le président d'un État qui a été le premier protecteur de ce système. C'est lui qui a tout fait pour qu'il ne tombe pas. Tout à fait. Donc sur le point de... Juste un instant. Juste une dernière. Donc sur le point diplomatique, c'est l'effet domino qu'ils craignent. Et puis sur le point de la mobilisation, c'est l'effet boule de neige. Parce qu'on va voir que progressivement, lorsque cette question primordiale, qui est l'axe de l'opposition politique
actuellement en Algérie, c'est-à-dire l'aspect de l'État qui doit être civil et non militaire, va progressivement drainer l'opposition, le peuple, les Algériens partout dans le monde autour de cette idée qui ne divise pas, qui réunit tous les Algériens, parce que quelle que soit l'obédience ou la direction politique des opposants actuellement, tous sont d'accord sur le fait qu'il faut aller vers un État civil et non militaire. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un boulevard qui s'ouvre aux opposants, c'est-à-dire à ceux qui exercent leur métier de politique, c'est d'appeler à l'abrogation de cet article-là de la Constitution. C'est décliner et exactement dire, par cohérence politique. Le peuple n'a pas voté le 12-12, il n'a pas voté le 1er novembre où le peuple algérien a été spolié de son pouvoir constituant. L'élection des députés, moi je connais un ami député qui a été élu avec 37 voix. Il y a quand même un problème, c'est d'appeler à la disqualification et appeler, je ne sais pas, construire le projet qui passerait par des manifestations appelant à quoi? À une chose très simple, la démission de M. Tebboune. C'est ça la cohérence politique, sachant qu'au départ, tout a été... Et quand il dit, M. Tebboune, c'est les affaires internes, c'est le peuple malien qui va décider, ou le peuple libyen, alors que notre peuple démarche à millions qui demandaient une transition, il allait même dit auparavant, ceux qui veulent la transition, ils rêvent ou un truc dans le genre. Le phénomène du fait accompli, c'est toutes ces questions. Mais là, il faut les rendre dans un espace et dans un continuum et trouver les axes sur lesquels et les leviers avec lesquels on peut enclencher la machine. Très rapidement sur une idée sur ça, bien sûr, il y a des boulevards qui s'ouvrent. Il y a une autre question aussi, c'est la question, hier j'avais entendu l'intervention de l'Houari Adé à Lyon, que je salue d'ailleurs, qui était magnifique, c'est de dire que ce régime, en fait, ne respecte même pas la constitution laquelle il s'est doté. Et il a parlé, lorsque le peuple dit « Mukhabarat irhabiya, dawla irhabiya, nizam irhabi », c'est lorsque la violence légitime, c'est lorsque l'État, la violence légitime, elle est exercée en dehors du cadre de la loi. Parce que lorsqu'on voit... Contre la loi. On va en parler maintenant d'ailleurs. Quand on voit en Algérie, il y a 200 détenus d'opinion. Ça, la constitution algérienne... Et tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait 5000 sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire. 200 détenus d'opinion. Même cette constitution actuelle, elle garantit normalement la liberté d'expression. Donc, c'est un régime qui exerce la contrainte physique en dehors du cadre de la constitution qui s'est dotée, avec laquelle il s'est doté lui-même. Et nous, sur ça qu'on pourrait l'attaquer politiquement à l'international. Et je laisse la parole Alors, avant de donner la parole à Brahim Younsi, juste une précision. Il n'y a pas 200 détenus politiques. Non, parce qu'il y a 200, ou à peu près 200 détenus en ce moment. Mais tous ceux qui ont été incarcérés sont des centaines, peut-être même des milliers. Nous, on a généralement tendance à donner le nombre des gens qui sont en prison. Mais on oublie de comptabiliser tous ceux qu'il a incarcérés depuis le Hirak. Alors, et depuis 90, il a des gens qui sont en ce moment même, qui ont été jugés alors qu'ils portaient le stigmate de la torture et qui ont été condamnés à des peines de prison qui se chiffrent en décennies, 30 ans, 40 ans de prison. Brahim Younsi, après nous allons venir sur un sujet sécuritaire et constitutionnel, justement. Enfin, le président français a cassé des tabous, mais des tabous que les Algériens ont cassés avant même le 22 février. Le régime était caractérisé comme un régime militaro-policier, comme un régime politico-militaire par les Algériens. Ouais. Beaucoup d'entre nous l'ont dit. Mais ça, c'est le Hirak, comme vous dites. Mais bien avant. Le régime militaire, pour moi, a commencé en juin 1965, le 19 juin 1965, où le régime s'est militarisé de façon claire, manifeste. Tebboune a brisé cela, parce que les chefs d'État français précédents n'ont jamais osé le dire, même s'ils le pensaient. Vous avez dit Tebboune a brisé ça, vous voulez dire non, Macron. Macron. D'accord. Non, oui. Macron a brisé. Oui. Moi j'étais un peu. Oui. Macron a brisé. Oui. Jamais un autre chef d'État français ne l'a dit. Jamais. Et Macron profite, parce que vous parlez de Tebboune, profite effectivement de la faiblesse de Tebboune.
C'est un président très faible, à tout point de vue. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui... Pourtant, il parlait de lui comme d'un homme courageux. Oui, mais ça, c'est la politique d'intérêt qui l'incite à le faire. Parce qu'il défend les intérêts de la France en Algérie, il défend surtout les intérêts géostratégiques de la France dans la région, etc. Il est normal qu'il le dise. Et il le dit pour ennuyer aussi les militaires, les généraux. Il l'a fait plutôt contre les généraux que pour Tebboune. Oui, c'est clair, c'est clair. Moi, il y a deux sujets abordés, peut-être que vous vouliez les aborder, que Tebboune a soulevé hier, alors que les journalistes ne lui demandaient pas. C'est quand même assez bizarre, assez curieux qu'il demande, 60 ans après, l'application des accords d'Évian. Oui, curieusement. Ouais. C'est très curieux. Et de la loi, de l'autre loi complémentaire 68. De la loi 68, on peut être d'accord avec lui. Qui privilégie l'immigration algérienne comme étant une immigration à part. La circulation des Algériens entre la France et l'Algérie, etc., etc. Qui n'est d'ailleurs pratiquement plus appliquée. Oui, mais on peut comprendre. On peut les convoquer pour les obliger à ce qu'elles soient appliquées. Hein. Mais demander l'application des accords d'Évian. Oui. Alors que beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui les ont signés de notre côté, alors que c'était des accords qualifiés de néocolonialistes. Du moins pour certaines de leurs dispositions. Dans beaucoup de dispositions. Dans beaucoup de dispositions. Et le gouvernement algérien de l'époque, vous avez parlé de Ben Bella, leur a donné plus que des coups de canif. Oui. Plus que des coups de canif. À démanteler, quasiment démanteler les accords d'Évian. Parce que ça ne nous arrangeait pas. Oui. C'était la France, l'Algérie était mise sous tutelle de la France. Oui. Qu'un chef de l'État ne connaît pas même les accords d'Évian et demande leur application, c'est extrêmement grave. Moi, si j'étais Macron, je lui dis tout de suite. Oui, il l'a demandé en termes d'immigration. Ça veut dire vous ne pouvez pas nous refuser des visas, nous sommes spéciaux. Oui, non, mais Macron pourrait lui rétorquer, mais attendez, à autre chose. L'application des accords d'Évian, c'est tout ou rien. Absolument. C'est tout ou rien. Ils sont capables de donner tout, si vous me permettez, tant qu'on ne leur confisque pas leur visa. Si vous me permettez, parce que j'ai relevé une déclaration à ce sujet de Ben Bella. J'espère qu'il ne va pas la retrouver. Non, je la retrouve. Je vais la retrouver. C'est pas... Alors, je vais lancer l'autre question, le temps que... Je ne suis pas d'accord. Ça y est, allez retrouver, parce que, bon, j'ai dit... Allez, vas-y, voilà. Et ce mot est d'actualité et répond, d'une certaine manière, à Tebboune. Il dit, lorsque l'on s'arme de textes contre nous, parce que la France revendiquait les textes, demandait l'application des textes. Lorsque l'on s'arme de textes contre nous, nous nous armons de la morale de notre pays. Eh bien, si nous violons des accords d'Évian, par cette décision qu'il a prise, notamment pour la nationaliser les terres des Pieds Noirs, etc., et d'autres décisions encore, tant pis pour les accords d'Évian. Ce que je voulais dire, très vite, parce que j'ai une question importante. J'ai un désaccord avec Brahim qui est important. Quand il dit que Ben Bella, avec les accords d'Évian, étaient néocolonialistes, il faut recontextualiser. Et il y avait un seul groupe, une seule institution, pas le GPRA. Parce que Karim Belkacem est allé signer, négocier les accords d'Évian donc sous l'étiquette GPRA. C'était l'état-major de l'armée des frontières qui était contre les accords d'Évian. Non, mais ça c'est clair. Alors c'est pour ça. Mais là, je vais vous arrêter tous les deux parce que... Pardon, je vais vous arrêter parce que c'est un sujet qui va... Le problème, c'est les dispositions des accords. Et nous allons passer... Allons-y. Je vais te donner un exemple. Mais très vite, Idir. Les accords d'Évian
faisait de la base navale de Metz-Saint-Clovis une possession encore française jusque vers les années 72, 74, 75. 77. Eh bien, je vais te dire, chaque année, je félicite la Marine nationale algérienne, fait le départ des troupes françaises le 2 février 68. Oui, Ça, mais parce qu'ils sont Voilà, partis en mais c'est 68. Alors, nous allons quasiment passer dans un autre sujet, donc je me permets de vous interrompre. J'ai une dernière question pour... Permettez juste, ça prouve que les accords d'Évian ont été démontrés par les Algériens. Très bien. Alors, la question. Quand M. Tebboune fait référence à ces groupes terroristes, Rachad et le MAC, qui ont été déclarés légalement terroristes, il se trouve que la source de cette classification est le HCS, le Haut Conseil à la sécurité. Or, le HCS, selon leur propre constitution, quand je dis leur, je parle du régime, pas de l'Algérie. Selon sa propre constitution, le régime a décidé, la dernière constitution, que le Haut Conseil constitutionnel est un organe consultatif. Il n'est pas habilité à prendre des décisions. Or là, ils auraient pu s'épargner cette bêtise de lui faire donner une recommandation et de faire signer une ordonnance par le président. Non, eux ont décidé que le Haut Conseil décide. Dans ses visas, il dit, vu la Constitution, et dans ses dispositions, il viole la Constitution puisqu'il décide que Rachad et le MAC sont des mouvements terroristes. Alors sur cette très grave violation avec laquelle ils ont fait incarcérer des gens, avec laquelle ils sont en train de demander des extraditions à des pays étrangers, j'aimerais vous entendre commenter cette... Bon, c'est juste pour dire que le Haut Conseil à la sécurité figure bien dans la Constitution. C'est un organe consultatif. Oui. C'est un organe qui peut émettre des avis, mais en aucune façon ne peut être délibérant. En plus, sa composante est fixée par la décret. loi, par décret. Pardon. Oui. À partir de ce moment-là, quand il y a des personnes qui ne sont pas habilitées à siègent, c'est déjà une violation Et c'est le des cas. dispositions. Et c'est le cas. Donc voilà, j'ai rien à dire de Et plus. c'est le cas, et dire, je précise, que le décret fixant composition parle d'un seul militaire qui est le chef d'état-major. Or, dans cette mouture du nouveau Conseil, il y a 4 militaires, dont 2 du DRS, dont 2 généraux du DRS, et plus un DJSN, qui n'est pas prévu non plus. Voilà, je vous laisse commenter. Si vous me permettez juste, c'est pas polémique avec mon ami Ider. Non, on ne revient pas sur Ben Bella. Non, c'est pas sur Ben Bella. Sur les accords d'Évian. Sur leur signature. Je ne répondrai pas, soit Ouais. tranquille. Non, tu peux répondre. Mais très vite, Brahim aussi, parce qu'il reste moins de 3 minutes. Les accords d'Évian ont été effectivement négociés par des éléments du GPRA. Mais jamais le GPRA n'a été cité. Jamais. Et quand on lit Très les bien, accords d'Évian... on est convaincu, c'est bon. Attendez. Ouais. Jamais le Il n'y a GPRA... rien à faire ce soir, monsieur. Mais ça gâche l'émission, on ne parle pas de ça. Non, parle pas parce de ça. qu'il en parlait. Oui, vous Jamais pouvez en le parler GPRA après l'émission. Vous pouvez en Jamais parler. le GPRA n'a été cité. C'est le FLN qui a été cité. D'accord, Brahim aussi. Ouais. Sur le Haut Conseil à la Sur le sécurité. Haut Conseil. Vous l'avez dit. Ce Conseil est consultatif. Oui. Donc il ne peut absolument pas prendre des décisions. Il donne un conseil au pouvoir exécutif qui lui saisit la justice avec des preuves pour que la justice puisse classer telle ou telle organisation Instruire, terroriste. tout simplement. Oui, mais bien entendu. Et cela ne s'est pas passé comme ça. Parce que, et c'est là où je vais répondre sur la question de la violence légitime dont a parlé tout à l'heure Karim, à savoir que la violence légitime est légitime seulement lorsque le pouvoir est légitime. Si le pouvoir est illégitime, Tout ce qu'il entreprend est illégitime de facto. La violence ne peut pas être légitime. Toutes les violences qui sont exercées aujourd'hui contre ceux qui sont dans la révolution, ceux qui marchent, ceux qui contestent, ceux qui s'opposent, est illégitime parce que le pouvoir lui-même est illégitime. Il n'émane pas de la volonté populaire. Donc il ne peut pas exercer la violence illégitime dans le sens de Max Weber.
Karim, Je pense mot de la fin. Oui, oui. Là, j'ai la réponse et un mot pour la fin, parce que je pense que lorsqu'on parlait de violence légitime, on parle quand même d'un cadre légal, et je parle aussi sur le cadre international. La légalité est différente de la légitimité. Parce qu'on ne peut pas attaquer ce différente. régime. Non, on ne peut pas attaquer ce régime, par exemple, aux institutions, au niveau des institutions internationales, en disant que c'est un régime qui n'est pas légitime. On ne pourrait pas prouver ça légalement, parce que ce régime truque les élections, il fait des élections de façade, donc formellement, il s'est doté d'une légitimité. Juste un instant, par rapport au texte, moi je parle d'un boulevard qui est ouvert sur ce champ-là, c'est lorsque ce régime-là, tout en étant politiquement bien sûr illégitime, il s'est doté pour la forme, il s'est doté quand même d'une institution, d'une constitution. Cette constitution qu'il a faite lui-même, il ne la respecte pas. Et c'est dans ce cadre-là que cette violence légitime, elle n'est pas légitime parce qu'elle est exercée en dehors du cadre de la loi suprême, en dehors du cadre de la Constitution. Et là, politiquement, ça aurait du sens. On pourrait les attaquer au niveau des instances internationales, par exemple sur la question des détenus d'opinion. Mais si on va sur la légitimité du régime, ça va être du débat politique, ça va relever du débat. Par contre, j'ai un dernier mot sur... C'est dire que la Constitution de l'ex-Union soviétique était légitime. Là, il y a une grande différence entre la légalité et, on sait, Hannah Arendt en parle, la légalité est totalitaire également. Dans le mais comme dit l'arbitraire. Karim, la légitimité est difficile à absolument. prouver. Bien Le sûr, texte. la légitimité, elle est difficile à prouver. Par contre, la légalité, c'est simple. On va revenir à Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron a pris le risque, Je vais donner un exemple. a pris le risque de dire ce qu'il a dit, c'est parce qu'il a vu que 20 millions d'Algériens qui représentent la légitimité de l'Algérie ont dit non à ce régime. Et qu'il a beaucoup d'espoir sur le alors, Je termine juste sur ça. Quand on va voir par exemple Amnesty International, on ne peut pas les voir leur disant il y a 300 détenus parce que le régime était légitime, mais on peut leur dire qu'il y a 300 détenus d'opinion qui sont en prison, et voilà l'article de la Constitution qui garantit, même si elle n'est pas légitime, mais voilà l'article qui garantit la liberté d'expression. Et pour le Hirak, l'espoir par rapport à Macron, en fait, ce régime est devenu un boulet pour le candidat Macron, et progressivement il va devenir aussi un boulet pour ses partenaires européens, et je pense que l'espoir maintenant il est dans le Hirak, et c'est ça la grande ouverture qui s'ouvre. Il faut qu'on se mobilise parce que le Hirak est en position de force, et j'appelle tous les Algériens à venir nombreux partout de toutes les capitales européennes vers la France, vers Paris le 31 octobre prochain pour une marche historique pour le 1er changement. novembre. Voilà, pour le 1er novembre, pour un changement politique en Algérie Merci. et l'avènement d'un état de droit. Merci Karim Naïtou Slimane, merci Brahim Younsi, merci Dirou Nourn, merci Chaban Qassi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Et je vous rappelle que cette thématique reviendra très vraisemblablement demain aussi. Merci.